Alors, je m'appelle Aurélien Véron et je préside ce jeune parti, le Parti libéral-démocrate, qui est né fin 2008. C'est un parti qui offre une nouvelle offre politique. Je crois que c'est important sur l'échiquier aujourd'hui d'avoir une offre libérale. Et le titre de ce livre, Une stratégie pour demain, très axé sur la dette, et je l'ai lu, c'est assez brutal et cru, mais en même temps, beaucoup de propositions émergent de ce livre. Nous sommes nés fin 2008 sur cette préoccupation, la dette publique. J'ai 40 ans, et depuis pratiquement que je marche, le pays est en déficit public chronique. Je n'ai quasiment pas connu de budget excédentaire de ma vie. Je vais avoir quelques 5 ans quand le budget a basculé dans le rouge. Et depuis 40 ans que les déficits publics augmentent, je n'ai vu ni croissance, ni emploi remonter. Donc visiblement, la dépense publique ne marche pas, ne crée pas de croissance. Donc on a fondé ce parti en se disant qu'il fallait changer le logiciel politique, parce qu'on entend à droite comme à gauche les mêmes solutions depuis 40 ans, que ce soit les années Mitterrand, puis les années Chirac, et enfin les années Sarkozy, même s'il y a eu des balbutiements de changement, on a les mêmes politiques de relance par la dépense publique, par la consommation, de surfiscalité qui monte chaque année, une inventivité fiscale absolument exceptionnelle, très française. Je crois qu'on peut créer un diplôme de création fiscale, et ça ne marche pas. Et donc notre génération, nous préoccupons de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, car nous en avons déjà, de nos petits-enfants pour certains, et cet avenir, il repose par un nouveau logiciel. Il repose sur un vrai nouveau logiciel intellectuel, un vrai nouveau logiciel politique. Contrairement à ce qu'on lit dans la presse et dans les médias, nous ne pensons pas que la liberté est à l'origine de l'égoïsme qu'on peut rencontrer chez les Français, mais au contraire, l'absence de liberté est à l'origine de cet égoïsme. À force d'être brimés, opprimés dans pas mal de choix, des choix d'éducation par la carte scolaire, par le collège unique, des choix de retraite qui sont imposés de manière très rigide, des choix de couverture sociale qui nous couvrent de moins en moins. Tous ces choix nous déresponsabilisent, nous infantilisent et aboutissent à des Français qui finalement sont frileux, repliés sur eux-mêmes et assez inquiets. Et le ferment de la confiance, le ferment du bonheur individuel, le ferment du progrès, pour nous, c'est la liberté. Et je crois qu'il n'y a pas que pour nous que c'est la liberté. Le mot libéralisme choque beaucoup de Français, mais quand on décline des propositions concrètes sans mettre d'étiquette, les Français s'y retrouvent tout à fait. Donc il y a vraiment une offre politique à changer. C'est ce qu'on a pensé fin 2008, on a créé ce parti. Tout le monde nous disait ne le faites pas, ça ne sert à rien, l'offre politique est bouchée. Effectivement, en France, en général, quand on a une initiative, on vous dit ne le faites pas, ça ne sert à rien. Je monte une entreprise, ne le faites pas, il y a déjà des concurrents qui ont la place. Eh bien si, il faut se lancer, il faut attaquer. Et en 4 ans, on a fait du chemin. On a fait du chemin au point d'avoir quelques maires, quelques élus locaux, dans d'élections antérieures, puisqu'on n'a pas connu d'élections avant les législatives de cette année, et de la présidentielle, qui était désastreuse. Aucun candidat libéral n'était en lice. Mais en tout cas, voilà, on est là pour durer, on est là pour rassembler. Et notre sentiment, c'est que les libéraux, pendant ces dernières années, ces 10 dernières années, ont surtout servi de bête de foire. Un libéral, c'est quelqu'un qui a des idées, qui anime un peu le débat, on le met sur un plateau de temps en temps, on le sort d'un placard pour le sortir sur un plateau, et on le balance, et ses idées remuent, font un peu d'agitation, et puis hop, on le remet au placard tout de suite. Alors Christian Saint-Étienne n'est pas là, mais c'est vrai que c'est une personnalité très écoutée, très entendue, et en même temps, politiquement, chaque fois qu'il a des propositions, elles n'aboutissent pas, parce que la famille politique, qu'elle soit centriste, de droite, remet le libéral au placard juste après. Notre sentiment, c'est que si on veut que nos idées soient entendues et mises en œuvre, pour peser sur l'action politique, il faut comprendre les règles de l'action politique. L'action politique, c'est un marché compliqué, c'est un marché verrouillé, avec des règles de financement public, des scrutins, des modes de fonctionnement qui rendent l'accès aux nouveaux entrants très difficile. C'est pour ça qu'on le fait. Parce que c'est impossible, donc il faut le faire. Mais en tout cas, les libéraux éparpillés, que ce soit à l'UMP ou à l'UDI, n'arrivent à rien depuis 10 ans. Il n'y a pas de raison que ça change. Et donc notre sentiment, c'est qu'il faut qu'on s'organise, qu'on se rassemble et qu'on pèse. Cette offre politique, elle n'est non pas seulement sur le logiciel qu'on veut imprimer aux partis politiques, elle est aussi sur la méthode. La méthode de rassembler des libéraux de l'UMP, comme Charles Becbédé, des libéraux de l'UDI. Nous avons adhéré à l'UDI, mais nous avons quand même des membres qui sont de l'UMP ou qui sont ailleurs. Donc il faut qu'on rassemble tout le spectre des libéraux en France, de manière à les défendre. Je crois que l'important pour les libéraux aujourd'hui, c'est de se serrer les coudes, c'est de se soutenir, notamment au moment des élections. Les investitures, c'est un vrai combat, c'est une boucherie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ces expériences-là, mais ça ne se fait pas, c'est pas léger, c'est pas facile, et ça demande une organisation structurée, ça demande des rapports de force. Et donc nous ne sommes pas là seulement pour décliner des idées, nous sommes là pour établir des rapports de force, c'est-à-dire être dans la brutalité politique, car c'est une certaine brutalité, il faut le reconnaître, et on n'y arrivera que collectivement. Donc nous tendons la main à tous les libéraux
engagés dans l'action politique, ou pas, ou qui réfléchissent à s'engager, pour leur dire, ensemble, nous y parviendrons. On n'est pas naïf, on n'est pas né de l'air fluide, on connaît les règles du jeu maintenant, on commence à bien les connaître de l'intérieur. On a négocié avec différents partis, à l'UMP, aujourd'hui on est à l'UDI. Ces règles-là, on commence à bien les sentir et à voir les pièges. Donc retrouvez-nous dans cette formation qui est en pleine dynamique, qui grossit tous les ans, qui commence à atteindre un seuil intéressant. Je crois que si Jean-Louis Borloo nous a appelés pour nous demander de rejoindre l'UDI, c'est qu'on était dans son radar et qu'on l'intéressait. Donc ces forces vives libérales, il faut qu'elles soient organisées, structurées et prêtes à la bataille. Car encore une fois, décliner des idées à la radio, à la télévision, ça fait des beaux plateaux, c'est très sexy, ça n'a pas abouti depuis 10 ans. Donc la proposition politique du Parti libéral-démocrate, c'est le combat, c'est les élections, c'est d'avoir des élus, de gouverner un jour et de mettre en œuvre réellement les mesures que les libéraux préconisent depuis des années. Donc on est vraiment au service de ces idées et on n'est pas dans la lune. Donc les besoins d'un parti comme le nôtre pour l'action, c'est pas seulement d'avoir des idées, de refaire des programmes, c'est aussi de mobiliser des réseaux, de recruter, de s'organiser, de trouver des parrains, des mécènes, de l'argent, car sans argent, un parti n'est rien. Sans militants, un parti n'est rien. Des militants, c'est dans chaque fédération en France, on en a une trentaine aujourd'hui sur les 100 départements, on couvre une trentaine de départements, c'est de trouver des élus locaux, de les recruter, de les faire venir à nous, c'est de préparer les élections. On a vu aux législatives des libéraux en France qu'on a réussi à soutenir, à aider, et on sent qu'ils sont très seuls, très abandonnés. C'est d'offrir, quand il y a une intervention dans les médias, des fiches techniques, des argumentaires. On voit des personnalités libérales aller à la télévision. Alors, je ne parle pas de Christian Saint-Etienne, qui lui a toutes les fiches en tête, évidemment, mais des porte-paroles libéraux qui partent au charbon sur les plateaux pour se faire agresser sans avoir forcément les arguments, les chiffres. Donc un parti sert à ça. C'est de préparer des porte-paroles à prendre la parole dans les médias. C'est de sortir les tribunes avec derrière une dynamique collective. Voilà, donc on est en train d'inventer le collectif des libéraux. Et quand j'entends des voix dire les libéraux, c'est toujours des individualistes qui travaillent dans leur coin, je suis totalement à l'opposé de ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que les libéraux ont inventé le sens du collectif, un collectif spontané, un collectif libre, mais un collectif qui sait s'organiser. Et les libéraux doivent aujourd'hui justement savoir travailler en réseau, savoir travailler collectivement. Donc une des valeurs du parti, évidemment, c'est l'audace, et on a la fougue de la jeunesse, c'est l'organisation et c'est le collectif. Donc il y a beaucoup de fortes personnalités, mais toutes doivent se plier à des règles de fonctionnement collectif dans le parti, avec des instances, avec une organisation, avec une communication et avec une solidarité dans les moments difficiles. Donc voilà un peu les grandes lignes du parti. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous voir après. Il y a Guillaume de Roubaix là-haut qui s'occupe de la stratégie chez nous, qui s'occupe d'un pôle organisationnel du Parti libéral-démocrate. Et Emmanuel Salah qui s'occupe de programmatique, notamment en Ile-de-France. Anne Bourdu n'est pas encore là. Thierry Bichlich, qui est quelque part dans la salle là-bas, qui à Paris est impliqué, qui a organisé une réunion récente sur les transports parisiens, un sujet difficile pour ceux qui sont venus ici, vous devez savoir de quoi je parle. Bref, n'hésitez pas à venir nous voir, à poser des questions. Il y a des plaquettes, des feuilles d'adhésion. Et on est là pour, encore une fois, répondre à vos interrogations si vous ne nous connaissez pas encore. Encore une fois, n'allez pas sur le site internet, il n'est pas bon, il est transitoire, il n'est pas à la hauteur de nos espérances. La vitrine sort bientôt. Il y a une page Facebook, Parti libéral, vous tapez Parti libéral démocrate sur Facebook. Il y a une page qui est assez animée avec voilà, un peu d'humour, des slogans, des articles, des tribunes, des communiqués. Vous aurez beaucoup d'informations sur nos fédérations également, au fil de l'eau. Vous aurez plus d'informations en attendant le site. Nous attendons toujours Christian Saint-Etienne. Le voilà. Christian Saint-Etienne, bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Très bien. Bon, installez-vous. Je prends votre manteau. Hop, on va vous débarrasser là. Comme ça, j'ai fait l'essentiel de ma présentation, qui n'est plus à faire. Je vais quand même présenter Christian Saint-Etienne. Enfin, est-ce la peine de le présenter? On dit toujours ça, mais économiste, essayiste, professeur titulaire d'une chaire d'économie industrielle au CNAM, qui a démissionné très courageusement du Conseil d'analyse économique récemment à l'arrivée de François Hollande et de la remise en question de réformes antérieures, notamment la retraite à 60 ans. Auteur d'une multitude de livres dont la liste est trop longue pour être citée, mais en tout cas le dernier nous a beaucoup intéressés évidemment, mais vous avez écrit des livres sur l'euro, l'Europe en nombre.
On vous voit régulièrement sur les médias, donc je crois que tout le monde ici vous connaît et est venu pour vous entendre. Ce livre, je le disais, était un peu le thème dans la trame de ce livre. L'endettement et la crise de confiance qu'elle induit ont été un peu à l'origine de la création du Parti libéral-démocrate. Donc c'est toujours un plaisir de recevoir un auteur dans l'ouvrage duquel on retrouve des mieux formulés, mieux argumentés et mieux chiffrés, ce qui nous a motivés dans l'action politique. En tout cas, merci à vous d'être là, merci à vous d'être venu ce soir, et en tout cas, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt sur ce livre que j'ai dévoré et que je vous incite tous à dévorer ensuite. D'abord, bonsoir. Je sors d'un séminaire de 5 heures. Je suis un peu cassé, mais je vais essayer de ne pas vous décevoir. Donc, ce que je vous propose, c'est une introduction d'une demi-heure et puis questions-réponses. Combien ? C'est très libre chez nous. Alors, France état d'urgence, malheureusement, oui, France état d'urgence. Et vous connaissez, je reconnais plein de têtes de gens qui connaissent aussi les analyses, les chiffres. Donc, je ne vais pas vous faire un exposé sur le livre. Je vais donner un certain nombre d'éléments clés de compréhension du contexte et de la situation dans laquelle nous sommes. Et surtout je vais essayer de faire part à la fois de mes inquiétudes et de mes frustrations avec ce pays qui fondamentalement a un potentiel colossal et qui est dans une situation pitoyable pour aller au but. Et c'est ça qui est le plus insupportable. Que Haïti soit dans une situation déplorable, il y a des raisons objectives. Que le Sénégal soit dans une situation difficile, il y a des raisons objectives. Le désert gagne 60 000 hectares sur les terres arables chaque année. Donc voilà, il y a des situations objectives. Mais qu'un pays béni des dieux se retrouve dans la situation où nous sommes, ça c'est insupportable. C'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye de faire comprendre aux Français. Parce que je suis très attentif à ce qu'on écrit sur la France. J'ai vécu 6 ans aux États-Unis, 1 an en Angleterre. Je suis diplômé d'université anglaise américaine, française. Mais j'ai travaillé avec les Allemands depuis une bonne douzaine d'années. J'ai vu leur regard changer sur la France. Ils nous respectaient beaucoup il y a une douzaine d'années encore. Il faut se souvenir d'ailleurs que l'Allemagne n'allait pas très bien il y a 12 ans. C'était l'Allemagne qui avait des déficits extérieurs. Ils étaient déjà dans la baisse de leur population, en tout cas un taux de fécondité très faible. Et on retrouve, quand on regarde ce que les Allemands écrivaient d'eux-mêmes à la fin des années 90 et jusqu'en 2003, ce qui montre que l'Allemagne triomphe aujourd'hui, mais c'est récent, on retrouve des textes extrêmement négatifs, extrêmement inquiets sur l'Allemagne, avec un livre en 2003 sur la fin de l'Allemagne. Donc, et il parlait en plus d'une fin physique, puisqu'il y avait une baisse de la natalité et donc des risques sur l'existence même du pays. Merci. Et j'ai vu, au cours des 12 dernières années, le regard des Allemands, au début ébahi, ensuite incompréhensif, et puis ensuite, dans la période la plus récente, avec un retour d'ailleurs de quelque chose qui est inquiétant, une certaine morgue allemande, qui n'est pas seulement due à leur succès, mais qui est due aussi à l'effondrement français. Et ce que je note quand vous lisez la littérature, ce qui est publié, les journaux, les grands journaux anglais, italiens, espagnols, c'est pas une certaine commisération par rapport à la France, c'est pas une certaine pitié, ou c'est pas une certaine sympathie pour les difficultés que nous traversons, mais c'est une vraie colère. La colère qu'on a à propos d'un pays qui a tout pour réussir et qui merde lamentablement. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant et très significatif. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait aussi peu de Français qui partagent cette colère. Et que globalement,
Bon, il y en a plus dans cette salle que dans la moyenne du pays, mais globalement, c'est quand même assez impressionnant qu'on réagisse aussi peu. Alors, il y a eu, c'était sur un autre sujet, et quelles que soient vos opinions personnelles, hein, il ne s'agit pas de parler de la manifestation qui a eu lieu au mois de janvier et de son thème, mais ce qui est intéressant dans cette manifestation, c'est le nombre de gens qui, pour la première fois, sortaient de leur tanière pour exprimer une opinion. On est pour ou contre, c'est secondaire. Le point fondamental, c'est enfin, il y a des gens qui réagissaient sur un sujet. Bon. Mais s'il y a entre 400 et 1 million de personnes qui sortent sur un sujet comme celui-ci, pourquoi il n'y a pas 2, 3, 4 millions qui sortent sur ce qui arrive à notre pays, c'est-à-dire la déconstruction de notre système, de notre pays, et la ridiculisation dans laquelle nous entrons collectivement par rapport au reste du monde. Ce qui est d'ailleurs très significatif, c'est pas seulement la nullité de la classe politique, le problème qui est posé à la gauche, qui n'a pas fait son bas de Godesberg, étant que la droite est elle-même d'une nullité effroyable, qui rend les choses difficiles. Je me souviens, si simplement à titre... Alors c'est un homme très complexe, dont il faut traiter les déclarations avec beaucoup de précaution. Mais dans le cercle des économistes, on avait reçu François Hollande 8 mois avant les élections de 2007, avant un moment où il pensait ça peut-être pas être élu. Et en tout cas, on lui avait parlé de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune, en expliquant que... Non, je viens de dire une sottise. Je ne parle pas de l'élection de 2012, je parle avant l'élection de Sarkozy en 2007, donc on est à l'automne 2006. Donc on est ce qui rend d'ailleurs plus compréhensible ce que je vais dire, puisqu'on est avant la crise de 2008. Et à l'époque, un certain nombre d'entre nous avaient écrit sur l'impôt sur la fortune, ce qui est vrai, c'est qu'il coûte plus cher qu'il ne rapporte, dans un coefficient de 2 à 3 au minimum, par le nombre de personnes et les capitaux qui ont fui cet impôt imbécile. Et on évoquait ce point devant lui, et on lui a dit, est-ce que, donc on est à l'automne 2006, est-ce que vous pensez que la gauche pourrait supprimer l'impôt sur la fortune? Et la réponse de Hollande, ça avait été, non, vous ne pouvez pas nous demander de le supprimer, mais en revanche, je vous garantis que si la droite le supprime, je ne le rétablirai pas. Alors, disait-il cela parce qu'il était certain que la droite ne le supprimerait pas, ou juste, c'était un jeu. Mais en tout cas, si vous voulez, c'est vrai que la droite française est elle-même, si on dit que la gauche n'a pas fait son bas de Godesberg, la droite française non plus. Donc c'est un vrai problème d'évolution de la classe politique. Et donc, ce que je voulais vous dire, j'aurais pu conclure par ça, mais je commence par ça, puis après je vais venir à l'argument central. Ce que je ressens de plus en plus, hein, en plus je me déplace beaucoup, j'étais à Varsovie vendredi, samedi, j'étais en déplacement hier, je me redéplace vendredi, je circule beaucoup. Ce que je ressens de plus en plus fort quand je prononce le mot de France, même à voix basse pour moi-même, c'est cette colère-là qui me semble de plus en plus insupportable d'observer la décadence d'un pays qui a tous les atouts pour réussir. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la décadence de la France pourrait être due aux Français eux-mêmes. On pourrait être nuls. C'est une hypothèse qu'il faut regarder de façon objective. Or, ce que l'on observe, c'est que quand vous prenez des Français et que vous les mettez hors de France, ils surperforment. Ils sont remarquables. Vous prenez des ingénieurs français en Allemagne, ils sont très appréciés en Allemagne. Des financiers français à Londres, ils sont très bons. Vous prenez des entrepreneurs ou des biologistes français aux États-Unis, ils ont d'excellents résultats. Et donc, pour essayer d'exprimer ce qu'on peut appeler une crise de système, qui est toujours quelque chose de complexe à préciser, on peut dire que si vous prenez 3 Français exceptionnels et que vous les mettez hors de France, ils produisent 4, vous les mettez en France, ils produisent 2. Donc c'est une crise de système. Parce que c'est très important que ce soit une crise de système et pas une crise liée au fait que nous serions éventuellement nuls. Parce que si nous étions nuls, c'est très difficile à corriger. Ce que sont les individus d'un peuple, c'est le fruit d'une culture, des
siècles d'accumulation, d'expérience, de compétences, d'efforts, d'échecs surmontés. Si vous êtes nul, c'est difficile de faire grand-chose. En revanche, quand le système est mauvais, on peut changer de système. Donc, le problème, c'est qu'on a plutôt tendance à s'enferrer dans le système actuel que d'imaginer les portes de sortie. À cette crise de système s'ajoute une erreur monumentale de stratégie depuis 15 ans. Alors je vais développer ça un peu plus. De quoi on parle? Je traite dans le 2e chapitre du livre un sujet que j'avais commencé à aborder dans un livre précédent, L'incohérence française. C'est d'essayer de comprendre pourquoi l'effondrement de notre compétitivité et de nos performances s'accélère. Et en allant regarder ce qui a été écrit, les livres, les principaux discours politiques, les principales décisions prises dans les années 90 en France et en Allemagne, progressivement, je me suis rendu compte que nos deux pays, qui traversaient des situations différentes, mais qui étaient très difficiles en Allemagne après la réunification, en France, au milieu des années 90, on avait subi les effets de la réunification aussi. Vous vous souvenez qu'il y a eu le référendum, excusez-moi, en septembre 92, qui avait failli être perdu. À la suite de cela, on a eu pratiquement un an avec des taux d'intérêt réels à 10%. Ce qui est d'ailleurs, on peut montrer que la désindustrialisation française, sur laquelle je vais revenir dans un instant, s'est effectuée en 3 vagues. Une première vague au début des années 80, une deuxième vague juste causée par ce qui s'est passé en 92-93, et puis la troisième dans laquelle nous sommes, qui est la plus violente et la plus profonde, ces 3 vagues ayant conduit à ce que nous soyons passés de 5 millions de personnes employées dans l'industrie en 1980 à 3 millions aujourd'hui, donc on a perdu 40% de l'emploi industriel. Et on verra que jusqu'en 1998, en dépit des 2 premières vagues de désindustrialisation, la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB est restée relativement significative, mais que ce qui se passe dans la 3e vague, c'est non seulement une perte considérable d'emplois industriels, mais surtout une baisse massive de la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB. Et donc quand je suis allé regarder ce qui s'est passé vers 92, 93, 94, donc les Allemands c'était la réunification et nous c'était les conséquences de la réunification, mais ça provoquait des chocs violents. Ce que j'observe à ce moment-là, c'est que au même moment où on observe cette 2e vague de désindustrialisation en France, on voit naître tout un ensemble d'écrits sur la décroissance, la fin de la révolution industrielle et la nécessité de préparer l'entrée dans un monde post-industriel, post-travail. Et il faut bien voir que tous ces ouvrages, toutes ces analyses, dont certaines ne sont pas françaises mais importées d'autres pays et véhiculées en France, un des livres ayant joué un rôle majeur de la part d'un économiste dont il faut se méfier totalement, c'est Rifkin, qui écrit « La fin du travail » en 1995 aux États-Unis, c'est traduit en 1996 en France. C'est un petit succès aux États-Unis et un colossal succès en France. Ça donne d'ailleurs des armes à tous ceux qui sont dans la psychologie de la décroissance pour dire ah ben, vous voyez, même les Américains pensent qu'on est entré dans un monde post-industriel, post-travail. Ce que les Américains n'appliqueront jamais, hein, mais ce que nous appliquerons avec diligence. Et donc, il faut bien voir que les 35 heures sont le fruit de cette nouvelle vision et pas la cause. Et que d'ailleurs les 35 heures sont précédées par la loi Robien de 1996, qui est partielle, qui n'est pas obligatoire, mais qui dénote l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est une vision nouvelle partagée par la gauche et par la droite. On va continuer d'ailleurs, donc c'est une rupture mentale, intellectuelle, culturelle, qui s'opère au milieu des années 90, sur la période 93-96,
et qui va s'accélérer et s'accentuer à partir de 98-99, puisque la loi sur les 35 heures, elle est évoquée en 97, mais elle est effectivement votée en 99, elle s'applique au début 2000, et elle va produire des effets extrêmement puissants à partir de ce moment-là. D'autant plus que, si vous vous souvenez, en 2000, 2001, 2002, pendant 3 ans, la réorganisation de leurs entreprises par les chefs d'entreprise va être une de leurs préoccupations majeures, et le temps qu'ils vont passer à réorganiser leur entreprise pour garder un petit peu de compétitivité après la mise en place des 35 heures, c'est du temps qu'ils ne passent pas dans le développement de produits, dans les conquêtes commerciales, et on verra les effets dans quelques instants. Donc la gauche arrive avec cette vision des 35 heures qu'elle applique de façon aveugle, centralisée, obligatoire à l'ensemble de l'économie, sur une vision fausse qui partait d'une analyse industrielle de Martine Aubry sur la seule expérience qu'elle ait eue, qui était les 6 mois qu'elle a passé chez Péchinet, avec la particularité que chez Péchinet, la part de la main-d'œuvre dans la valeur ajoutée est inférieure à 20%, ce qui est une marque générale de l'industrie, où la part de la valeur ajoutée dans l'industrie est entre 15 et 30%. Si ce n'est que l'industrie, à l'époque, c'était 20% de l'emploi, et que l'essentiel de l'emploi était dans l'économie de service. Or, dans l'économie de service, la masse salariale, c'est entre 50 et 70%, voire 75% de la valeur ajoutée. Donc, ce qui aurait été supportable par l'industrie, hein, d'ailleurs on se souvient que BSN avait ouvert la voie avec les 32 heures, mais payé 32 d'ailleurs, ou à peine plus, ça devenait, donc, ce qui était supportable quand on appliquait cette réforme à un outil industriel important, c'est-à-dire quand il y avait une intensité capitalistique élevée à l'emploi de la main-d'œuvre, et surtout quand on pouvait donc simultanément à l'introduction des 35 heures ou 32 heures, à partir d'une base capitalistique importante, mettre une deuxième équipe ou une troisième équipe, ce qui faisait que le taux d'utilisation du capital ne baissait pas, et que donc on pouvait garder, si vous combinez une utilisation forte du capital avec les 35 heures, mais appliquées à une base de coût salarial représentant 15% de la valeur ajoutée industrielle, vous passez. Maintenant, si vous appliquez la même réforme aux services dans lesquels il n'y a pas de base capitalistique, hein, puisque ce sont les hommes qui sont le capital, et que vous appliquez la même réforme, vous cassez le système. Sans compter ce qui n'avait pas été envisagé, et que vous savez tous comme étant peut-être l'effet le plus massif des 35 heures, c'est le changement d'état d'esprit de la population par rapport au travail. D'ailleurs, la violence de cet effet devrait être étudiée davantage, parce que comment tout à coup le comportement des cadres, notamment en France, qui est peut-être la population qui a été la plus impactée par le changement des 35 heures, avec des gens qui faisaient naturellement 50 heures, 48 heures, 50 heures par semaine depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui d'un seul coup passent à 35 heures, moins 1 minute, et le reste devant être décompté. Donc c'est ce basculement culturel qui en soi mériterait une étude, parce que ça a été d'une violence remarquable. Donc c'est les 35 heures, mais ce n'est pas seulement les 35 heures, c'est tout un ensemble de dispositions qui vont gêner le développement de l'économie. Ensuite, on arrive à la droite qui revient et qui ne change pas fondamentalement l'orientation qui a été donnée depuis le milieu des années 90, qui va même accentuer les problèmes en termes d'orientation générale par ce qui est peut-être, avec les 35 heures, le deuxième élément clé qui ont pourri l'état d'esprit français, c'est bien sûr le principe de précaution voté par la droite en 2005. Et quand vous faites la somme des 35 heures et du principe de précaution, vous touchez tous les leviers de la création de richesse, hein, puisque la création de richesse, c'est la prise de risque par des hommes qui investissent du capital dans des productions nouvelles, donc risquées, et qui doivent s'engager corps et âme dans ces nouvelles aventures. Donc vous leur dites, non, non, on ne s'engage pas corps et âme, on travaille avec la montre sous le nez, et puis à 35 heures on s'arrête, et vous dites aux autres, ah mais prendre des risques, attention, non, non, les
risque, oui, mais enfin, jusqu'à un certain point. Hein. Bon. Et donc, si vous voulez, on n'a pas mesuré, c'est très difficile de le mesurer, hein, parce que c'est des cassures psychologiques, mais qui produisent des effets dévastateurs qui contribuent à l'état d'esprit dans lequel nous sommes, collectivement. Donc, c'est-à-dire d'un petit peuple. Alors, je parle brutalement, je précise d'ailleurs que j'adore mon pays, hein, naturellement. Je ne tolérerai pas que quelqu'un d'autre le dise. Mais ce que nous sommes, c'est un petit peuple rabougri, hein, qui est concentré sur son nombril et qui fait du surplace. Alors, ce qui n'empêche pas qu'il y a encore des brillantes individualités qui font des choses incroyables. Alors, évidemment, c'est troublant parce qu'on se dit, mais vous voyez, on peut toujours vous citer, ah, mais on a encore des inventeurs, il y a encore des prix Nobel, donc on peut dire, vous voyez, mais en fait, c'est pas contradictoire. On a de belles individualités, mais le système pourrit l'action collective et le corps social, de telle sorte que, si vous voulez, quand vous prenez une centaine d'individus, alors ça c'est une intime conviction, je ne peux pas démontrer, mais je l'ai testé avec des dizaines et des dizaines de gens de nature très différente, des sociologues, des chefs d'entreprise, des économistes, beaucoup de personnes de tout milieu. Hein. C'est une conviction personnelle que vous preniez 100 polytechniciens, 100 ouvriers, ou 100 libéraux, ou malheureusement, ou 100 socialistes, vous avez un tiers de gens remarquables, un tiers de moyens, et un tiers de gens dangereux qui freinent et qui gênent le mouvement. Hein. Donc, et dans les 3 tiers, vous avez un dixième qui reste extraordinaire quoi qu'il arrive, ce qui vous donne ces exemples que vous connaissez tous. Dans les camps de concentration, il y a des gens qui ont écrit des livres, des thèses dans leur tête, qui ont écrit des concertos, des symphonies, alors qu'ils étaient dans un camp de concentration. Donc il y a des gens que rien n'arrête quand il s'agit de concevoir, de créer, d'imaginer. Puis il y en a d'autres, il suffit d'un claquement de main pour que tout s'arrête. Sans parler de ceux qui sont toujours à essayer de freiner le mouvement. Et donc c'est un élément clé de la compréhension des changements d'institutions et des changements d'organisation. On ne peut pas expliquer autrement, alors quand on dit 3 tiers, c'est pas 3 fois 33%, mais on ne peut pas expliquer autrement qu'avec cette analyse en 3 groupes, des phénomènes qui semblent incompréhensibles. Comment tout à coup un homme politique arrive dans une situation très grave et tout s'améliore très rapidement. C'est qu'en fait, quand les chefs ont des visions claires et qui savent les communiquer de façon pédagogique, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand tout va mal, le tiers du milieu, naturellement, a tendance à se tourner vers le tiers freinant, et que quand il y a des chefs et des visions claires, le tiers du milieu se tourne naturellement vers le tiers qui tire. Et donc ça change, ça vous explique comment on peut transformer très rapidement à la fois des entreprises. Un chef d'entreprise qui arrive dans une boîte, très rapidement, il la retourne. Sauf à avoir une baguette magique, c'est inexplicable. Hein, c'est qu'en fait, si nos âmes sont aimantées, hein, ben on change l'orientation de l'aimant, et d'un seul coup, vous faites basculer la majorité d'un sens vers l'autre. Or, la majorité française, depuis le milieu des années 90, est aimantée vers le moindre effort, la prise de risque la plus faible possible, et est portée à encourager et à approuver toutes les mesures qui freinent ceux qui font des efforts. Ce qui était spectaculaire dans la mesure de François Hollande de février de l'année dernière sur les 75%, c'est que 60 à 70% des Français ont instinctivement, d'après les sondages, approuvé cette mesure. Alors que c'est exactement comme pour l'ISF. Là, vous savez que dans le même temps, ils sont bâtis a priori comme nous. En Suisse, il y a eu un sondage un référendum sur l'augmentation des impôts. Il y a une majorité pour les refuser. Parce que les Suisses ont compris que si vous taxez ceux qui tirent la machine freine. Mais en France, on pense qu'en taxant ceux qui tirent la machine avec le plus de force et le plus d'énergie, on va améliorer la situation d'ensemble. Alors évidemment, après, ça nous fait remonter, mais ce n'est pas ce que je vais traiter. Je vais aller passer à la question stratégique. C'est que pour moi, si vous voulez, plusieurs d'entre vous que je reconnais ne sont pas loin de penser comme moi. Hein. La France, c'est la coexistence de 2 sphères. Il y a une sphère soviétique qui fonctionne comme la sphère soviétique et qui comprend le monde politique, le monde médiatique et le monde éducatif. Et à côté de cette sphère publique soviétique, il y a une sphère de l'économie de marché
qui est branché sur l'économie mondiale. Mais j'avais fait des analyses avec un certain nombre de collègues. Quand on compare la France et l'Allemagne, en termes de sociologie, la sphère publique intellectuelle en France et en Allemagne est dirigée à peu près par 2000 personnes, dans les deux cas. Et dans les deux pays, avec une légère correction pour l'écart de population, on retrouve à peu près 2 millions d'élites techniques, entrepreneuriales, de savants qui tirent un pays. Et la différence fondamentale entre la France et l'Allemagne, c'est que dans les 2000 qui dirigent la France, il y en a 1800 qui sont issus de la sphère soviétique et 200 d'économie privée. Et en Allemagne, c'est la proportion inverse. Qui plus est, la sphère soviétique, du coup, allemande, est beaucoup moins soviétique, hein, puisqu'on retrouve à la tête des gens issus de l'économie marchande, ouverte et globalisée. Ce qui fait que la politique en France, elle est traitée par les petites phrases et pas par les sujets stratégiques. Ce qui veut dire que ce que je vais vous évoquer maintenant sur l'erreur stratégique, c'est quasiment pas discuté, alors que maintenant, c'est en train de devenir un fait évident pour tous les observateurs étrangers. Je reviens à ce que j'ai dit sur cette vision française qui s'installe au milieu des années 90, que nous sommes entrés dans un monde post-industriel, post-travail. Qu'est-ce que fait l'Allemagne à ce moment-là, qui fait face à la réunification? Elle décide, et il faut bien comprendre que ça a été fortement critiqué, y compris en Allemagne, elle décide de reconstruire sa compétitivité industrielle. On retrouve énormément de textes à l'époque, c'est tout le travail sur ce que les Allemands vont appeler le Standort Deutschland, qui commence à être, on trouve des traces dès 93, et ensuite ça devient un leitmotiv de réflexion en 95, 96, 97 en Allemagne. Schröder viendra derrière, il s'inscrira derrière tout ce travail sur le Standort Deutschland. Standort Deutschland, c'est l'Allemagne base productive, et tout ce qu'il faut faire pour que l'Allemagne reste une base productive qui attire les capitaux et les investisseurs pour permettre le développement de l'activité compétitive. Et donc au moment où l'Allemagne fait tout pour reconstituer son Standort Deutschland, la France fait tout pour casser son Standort Frankreich. Maintenant, on va aller analyser plus profondément cette erreur stratégique commise par les élites françaises, et on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui aurait pu les amener à faire cette erreur. On va essayer pas de les excuser, mais au moins de comprendre. On observe donc que la France, progressivement, et ça prend les élites de droite au moins aussi largement que les élites de gauche, on retrouve ça complètement dans les manuels scolaires, on retrouve cette évolution dans tout ce que publient les hebdomadaires de l'époque, les titres du journal Le Monde, la Pravda française, et donc, non, mais c'est pas une critique, hein, c'est à partir du moment où c'est l'organe officiel de la sphère soviétique, c'est par nature la Pravda. Et donc, quand on regarde ces textes, qu'est-ce qu'on observe? Que la France se convainc qu'on est rentré dans un monde post-industriel, post-travail, parce que deux éléments d'explication qu'on retrouve chez Rifkin et chez d'autres, on est sorti du monde industriel, d'une part, parce qu'on voit aux États-Unis ou en France, la part de l'emploi industriel dans l'emploi général commencer à baisser. C'est le premier élément d'analyse. Et le deuxième élément d'analyse, c'est que la part des services dans le PIB devient dominante. Et de fait, les élites françaises vont se convaincre. À l'époque, la part des services dans le PIB, c'est 75%, et aujourd'hui, c'est plus de 80%, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et donc, quand vous avez des élites, et c'est le cas en France, hein, désolé, que ce soit les journalistes ou les politiques, des élites qui ne travaillent pas, et que vous faites une analyse rapide de l'économie française, 80% de l'économie dans les services, la valeur ajoutée dans la production manufacturière tombée à 10 points de PIB, c'est le niveau le plus bas des grands pays développés.
il est facile de dire l'industrie c'est devenu négligeable et le cœur de la réflexion doit être les services, et donc c'est un élément de preuve que nous sommes entrés dans un monde post-industriel, post-travail. L'autre élément que j'ai évoqué précédemment, qui montre, selon ces analystes et ces politiques, d'après les textes qu'on retrouve de cette époque, et ensuite qu'on va retrouver continuellement jusqu'ici, c'est que, de fait, on a bien l'impression qu'on sort d'une certaine forme d'économie fordiste qui avait marqué les 30 Glorieuses et jusque au milieu des années 80. Et donc on entre dans un monde nouveau qui est la fin de l'économie fordiste, une sorte de monde dominé par les services, à la fois en part dans le PIB et en population. Et si vous ajoutez à cela la réflexion sur la décroissance qui prend une proportion dans les débats tout à fait considérable en France par rapport à d'autres pays, mais même si on retrouve des éléments de ce type en Allemagne, on arrive à cette orientation générale où le pays, pendant une quinzaine d'années, pratiquement jusqu'au rapport gallois en novembre 2012, les élites de la sphère publique se convainquent que nous sommes entrés dans un monde post-industriel, post-travail. Les Allemands, à la suite du travail sur le Standort Deutschland, accéléré par ce que va faire Schröder à partir de sa réélection en 2000, autour de 2000, puisqu'il est élu de mémoire peut-être en 96 et réélu en 2000. Hein, il fait 2 mandats et ça doit se terminer parce que Merkel arrive en 2004, hein, c'est ça, puisque les mandats allemands c'est 4 ans. 2004, 2008, 2012, 2013, puisqu'il y a les élections à l'automne. Bon. Et donc, Schröder, dans son premier mandat, vous le savez, n'accélère pas par des lois le travail sur le Standort Deutschland, mais c'est ce qu'il fait dans le deuxième mandat. Or, quand on essaie de rapprocher, c'est pas d'excuser, mais de comprendre ce qui s'est passé dans les esprits français au milieu des années 90 et la différence par rapport à ce qui peut se passer dans les esprits allemands qui fait que eux vont prendre la direction de renforcer leur industrie quand nous prenons la direction de la laisser filer, et je vais vous donner tout de suite des exemples qui montrent que c'est bien ce que nous avons fait. Quand on regarde ces deux orientations, il faut replacer ce qui se passe dans les travaux qui sont en cours aujourd'hui sur la 3e révolution industrielle. Alors on ne sait pas pourquoi, mais il y a eu 3 révolutions industrielles qui ont toutes commencé dans les années 80. 1780 autour de la machine à vapeur, 1880 autour de l'électricité, le moteur électrique et le moteur à explosion, et 1980, l'informatique. L'informatique qui va s'appliquer à tous les autres secteurs et dont les effets vont être démultipliés par les progrès en microélectronique et puis ensuite avec la création d'Internet. Quand on travaille sur ces 3 grandes révolutions industrielles, on voit qu'elles sont constituées d'une série de grappes d'innovation, avec une grappe dominante dont les progrès et les innovations s'appliquent aux autres grappes. Quand il y a la première révolution industrielle, on dit que c'est celle de la machine à vapeur, mais il y a plein d'autres grappes d'innovation, notamment on fait des progrès considérables sur la machine textile, hein, les métiers à tisser. Mais on fait des progrès aussi sur tout ce qui concerne la mécanisation et la motorisation. On fait des progrès en métallurgie. Mais ce que la machine à vapeur va entraîner, c'est qu'elle va s'appliquer à toutes les autres grappes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a inventé la machine à filer, eh bien on va appliquer une machine à vapeur sur une machine à filer, et c'est le début de l'industrie textile. On va appliquer la machine à vapeur à en gros la diligence qui existe à l'époque, et c'est la locomotive. Et ensuite, on va construire des réseaux qui vont transformer l'espace-temps, hein, puisque jusqu'en 1780, il faut toujours le même temps pour amener le vin de Bourgogne à Paris qu'en 1500, et que quelques années après le développement des chemins de fer, il faut quelques heures. Donc c'est une transformation de l'espace-temps et une modification de la vision du monde. Donc, ce qui se passe, c'est la même chose dans la 3e révolution industrielle. Je passe sur la 2e avec l'électricité, qui
transforme aussi totalement le système économique. Mais avec la troisième révolution industrielle qui commence dans les années 80, portée par la vague, toute une série de grappes d'innovation dans la biologie, dans la métallurgie à nouveau, dans les nanotechniques viennent après, mais à l'époque, donc les systèmes de guidage, dans l'automobile, bon, donc un grand nombre de transformations qui sont à l'œuvre au cours des 30 Glorieuses. Mais à partir du moment où se développe l'informatique, elle va aller s'appliquer à ces autres grappes. Ce qui fait que les progrès de biotechnologie, de biologie deviennent les progrès de biotechnologie. Il n'y a pas de séquençage du génome sans l'informatique. Il n'y a pas de nanotechnologie sans l'informatique. Il n'y a pas de technologie de l'information et de la communication qui produisent des effets massifs sur le système économique sans l'informatique. Et à partir de là, d'ailleurs, on voit apparaître les prémices de l'e-finance, l'e-éducation, l'e-santé, qui vont transformer et complètement modifier l'économie dans laquelle nous sommes. Ce qu'on observe d'ailleurs, c'est que sur les 2 premières révolutions industrielles, elles mettent un demi-siècle à se mettre en place avant de se développer sur un deuxième demi-siècle. Si on fait un parallèle, qui est une hypothèse, que c'est le même phénomène qui se produit dans la troisième révolution industrielle qui commence dans les années 80, on peut supposer qu'elle va se construire pendant un demi-siècle jusqu'aux années 2030 et qu'elle se déploiera complètement au niveau mondial dans le demi-siècle suivant, de telle sorte que à partir de 2030, vraisemblablement, l'e-santé, l'e-éducation, l'e-administration transformeront totalement le système économique, mais qu'on commence à en voir déjà les effets dans les pays qui sont les plus en avance. Donc si on part sur ces hypothèses, et qu'on revient à ce que je disais sur l'erreur de stratégie, et maintenant je commence à remettre les éléments ensemble, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 ? Les élites françaises ont observé, à partir d'un certain nombre de signaux, ce qu'elles n'ont pas formalisé comme ça, mais ce qu'elles ont ressenti, et ce qui était exact, c'est qu'on sortait de la deuxième révolution industrielle. Mais ils ont cru que c'était pour rentrer dans un monde post-industriel, alors qu'on rentrait dans le monde de la troisième révolution industrielle, qui se trouve être, qui a 2 caractéristiques, hyper industrielle, hyper entrepreneuriale. C'est le monde de la robotisation informatisée. Et de ce point de vue-là, il est terrifiant d'observer que la France met en place chaque année moitié moins de robots qu'en Italie, et 4 fois moins qu'en Allemagne, et 20 fois moins qu'au Japon. Donc, et que par ailleurs, dans la dernière loi de finances, si vous réfléchissez à ce qu'est ce monde entrepreneurial qui est à la base de cette troisième révolution industrielle, c'est-à-dire un monde dans lequel les entrepreneurs sont des assembleurs de compétences et de capitaux pour concevoir de nouveaux produits et services qui sont eux-mêmes des assemblages de produits et services qui se vendent à travers des plateformes qui transforment complètement l'économie. Et si vous prenez la dernière loi de finances, comment fonctionne cette économie entrepreneuriale? Donc il y a un entrepreneur qui assemble des capitaux et des compétences. Ces capitaux sont forcément des capitaux à risque, et ces compétences sont des compétences d'ingénieurs de très haut niveau, mais qu'on ne peut pas payer au moment où on les amène sur ce projet, mais auxquels on promet une récompense sous forme d'action. Et par ailleurs, pour développer le processus, il faut faire des profits qu'on réinvestit dans l'entreprise. Vous prenez les principaux éléments du mécanisme, et la loi de finances de 2013, votée à l'automne 2012, a cogné, cassé tous les éléments du modèle. C'est-à-dire qu'on a alourdi la fiscalité des individus, on a alourdi la fiscalité des entreprises, et on a violemment alourdi la fiscalité sur les plus-values. De ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est un point clé on va tous devoir se battre là-dessus. Cette vision, parce qu'ils ne sont pas méchants, stupides, il ne faut pas le penser comme ça, Hollande ou Moscovici. Qu'est-ce qui les amène, peut-être intelligents, qu'est-ce qui les amène à prendre cette décision? La seule explication, c'est que leur compréhension du monde reste marquée par la deuxième révolution industrielle, qui est une révolution de la grande entreprise, dans laquelle il n'y a que des capitalistes et des riches et des salariés, c'est la vision fordiste. Et ils n'ont pas compris cette troisième révolution industrielle et le rôle précis de l'entrepreneur. D'ailleurs, vous avez vu, quand il y a eu la révolte des pigeons, ils ont découvert ça au dernier moment. Ils n'avaient pas compris qu'ils avaient appuyé sur un truc où il ne fallait pas. Et d'ailleurs, les micro-changements qu'ils ont faits sont à la marge. Et le mal de la loi de finances reste. Donc, voilà.
ce que je voulais vous dire, c'est un peu long, mais je pense qu'il faut impérativement comprendre la nature de la chose. Au milieu des années 90, alors que la troisième révolution industrielle commençait à accélérer. Et c'est le moment d'ailleurs où on va voir aux États-Unis le développement de ce qu'on a appelé à l'époque la nouvelle économie, mais qui était le début des applications de l'informatique et d'Internet à l'économie. Au moment où donc il y a cette accélération, les élites françaises se convainquent qu'on sort effectivement du monde fordiste, mais pour rentrer dans un monde post-industriel, post-travail, ce qui est une erreur stratégique gigantesque, colossale, absolue, hein, une erreur à 180 degrés. Hein. Et ce qui est très significatif, c'est qu'on n'est pas sorti de cette erreur. De ce point de vue, quand on commande le rapport gallois, il faut le voir comme un indice de l'inquiétude des élites. Tout à coup, ils se disent, mais il y a un problème. Mais la réaction au rapport gallois montre qu'ils n'ont toujours pas compris la mesure. D'abord, le rapport gallois n'est pas une analyse de la troisième révolution industrielle et du modèle de création de richesse dans la troisième révolution industrielle. C'est une réflexion sur les problèmes de compétitivité de l'industrie manufacturière. Et dans ce cadre-là, la solution qui sort, c'est le crédit d'impôt compétitivité. Mais si, en revanche, vous faites une analyse du nouveau modèle de création de richesse dans la troisième révolution industrielle, qu'est-ce que vous devez faire? L'alignement de la fiscalité sur les plus-values, sur ce qui se fait dans les autres pays. Dans les autres pays, la fiscalité des plus-values varie de 25 à 28%. Si vous voulez être compétitif, c'est 25 à 28 max. On vient de passer à 60 en France. Sauf dans des cas très particuliers du chef d'entreprise qui a créé sa boîte et qui a gardé une part très significative du capital jusqu'au bout et qui reste dans une case de l'imprimé 622 à la page 333. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il ne paie pas l'impôt à 60%. Ce qui, dans le contexte de ce modèle d'économie entrepreneuriale, laisse de côté tous les ingénieurs qui sont un élément clé de la création de l'entreprise. Donc ceux-là, vous n'avez plus rien à leur dire. Comme vous les payez moins cher que ce qu'ils peuvent espérer s'ils rentrent chez Saint-Gobain ou dans la banque, bah, vous avez un assèchement des possibilités de développement de cette économie. Donc c'est une erreur stratégique. Alors ce que je voudrais vous dire à ce propos, on parle franchement, hein, on a tous le droit de se tromper, même un pays. Tout le monde a le droit de faire une erreur stratégique. Mais à un moment donné, il faut en prendre la mesure et changer d'orientation. Le problème fondamental, c'est que nous poursuivons un chemin sur la base d'une erreur stratégique majeure et qu'on n'a pas compris la nature du problème. Prenez d'ailleurs les premiers, le rapport gallois, c'est le premier indice le dernier indice le plus récent d'inquiétude des élites, mais les premiers indices, c'est 2004-2005, quand Raffarin commande à Christian Blanc le rapport qui va conduire à la création des pôles de compétitivité. Et c'est très intéressant, parce que Christian Blanc, un homme extraordinaire, et le travail qu'il a fait sur le Grand Paris fabuleux, et d'ailleurs c'est un drame qu'il soit parti sur cette histoire de cigare, mais le congédier de cette façon-là, sachant que lui-même s'est fait piéger plus qu'autre chose, mais passons, il aurait dû être plus prudent, mais ceci étant, Christian Blanc fait un rapport, on est inquiet à ce moment-là sur la compétitivité de l'économie française, et il fait un très bon rapport sur les clusters, ce qui se traduit en France par 70 pôles de compétitivité au lieu de 8 clusters, mais néanmoins fait quelque chose. Ensuite, regardons les innovations qui suivent. Réforme sur la recherche de 2006, création des presses, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Réforme de 2007 sur l'université, réforme de 2008 sur le crédit d'impôt recherche. Et toutes les réformes qui suivent, qu'est-ce qu'elles traduisent? Elles traduisent que, par rapport à l'inquiétude des élites de l'époque, entre 2004 et 2009, qui sentent qu'il y a un problème dans l'économie qui ne fonctionne plus comme elle devrait le faire, la réponse, ça va être de favoriser la recherche et développement. Toutes les mesures que j'ai évoquées relèvent de la recherche et développement, pas de l'industrie. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut relancer la recherche et développement, mais on ne pense pas à la question industrielle en tant que telle. C'est-à-dire qu'on reste à côté de la troisième révolution industrielle et du modèle de création de richesse de cette troisième révolution industrielle. Et si on veut être compétitif dans ce modèle de troisième révolution industrielle, il faut que la fiscalité, le droit social,
se mettent en phase avec cette troisième révolution industrielle. Donc, la droite essaye de faire quelque chose, mais au lieu de s'attaquer au problème de la désindustrialisation, elle va mettre en place une série de mesures pour favoriser la R&D. Le problème, c'est que si vous favorisez la R&D et qu'il n'y a plus d'industrie derrière, eh bien, vous faites ce qui est arrivé. C'est-à-dire que vous avez des tas de jeunes qui développent des projets de start-up, et dès qu'ils arrivent au point où on va industrialiser le processus, ils vont le faire à l'extérieur. Et donc, on est bien face à un... Donc, ce qui a été fait dans la période 2005, 2010, 2009, il ne faut pas le rejeter, c'était bien. Mais il faut maintenant l'inscrire dans un changement global prenant en compte la troisième révolution industrielle. Sinon, on est dans la même situation qu'en mai 40, où nous avions à peu près autant de chars et d'avions que les Allemands. Et simplement, sur la base des écrits d'un capitaine français de 32-33, destiné à finir comme lieutenant-colonel du service historique de l'armée, ils avaient 3000 chars, ils ont fait, pour faire simple, 3 colonnes de 1000 chars appuyés par leurs 600 avions et suivis par l'infanterie. Nous avions seulement 2500 chars et 550 avions, mais nous avions 800 régiments de combat. Et donc on a utilisé les 2500 chars en mettant 3 derrière chaque régiment de combat en appui d'infanterie, et les avions couvrant le tout. Et personne n'a imaginé ce qui se passerait le jour où les divisions blindées rencontreraient l'infanterie, avec les chars derrière. Sachant que le haut commandement français, hein, c'est des choses qui sont étudiées, ça. Hein. D'ailleurs, on a des éléments qui sont reconstitués depuis pas très longtemps. Mais le haut commandement français connaissait les plans allemands depuis 2 ans avant 40. Mais simplement, ils n'ont pas cru. Ils ont dit c'est de la désinformation. Mais de fait, quand les chars sont arrivés face aux fantassins, vous le savez tous, hein, c'est peu dit, hein, mais les fantassins sont allés sur les chars. On a perdu 110 000 hommes en 20 jours. Donc on a un peuple courageux, intelligent. Mais qu'est-ce qui était fautif là? C'est la stratégie. Eh bien, nous répétons le même problème. Donc on a eu un mai 40 militaire par défaut de stratégie et non pas par défaut de courage de nos soldats et pas par défaut de matériel. Aujourd'hui, on répète un mai 40 économique, non pas par insuffisance d'épargne, par imbécilité de nos hommes, par insuffisance de chercheurs ou d'entrepreneurs, mais par une erreur stratégique fondamentale qui fait que ceux qui nous dirigent pensent qu'on est dans un monde post-industriel, post-travail, quand on est dans un monde hyper-industriel, hyper-entrepreneurial. La droite est dans le même monde que la gauche. Donc la mutation intellectuelle qui doit s'opérer, elle doit s'opérer à gauche comme à droite. Aussi longtemps que la droite qui est dans l'opposition, et qui donc c'est la fonction d'un parti d'opposition et le moment d'opposition pour un parti politique, qui est aussi clé que le moment de pouvoir, hein, dans une tradition démocratique. C'est le moment où on doit penser le monde dans lequel on est. Parce que quand on gouverne, on ne peut pas, on n'a pas le temps. Donc si la droite, dans l'opposition actuellement, ne fait pas ce travail, si elle revient au pouvoir, il n'y aura pas de changement. Elle fera des variations sur ce que fait la gauche aujourd'hui. Et pour ce qui est de la gauche, comment voulez-vous qu'elle initie des mesures qui nous permettraient d'entrer dans ce monde de la troisième révolution industrielle si même la droite, qui devrait faire son travail d'opposition pour dire « Ah, ben voyez, on est rentré dans la troisième révolution industrielle, on s'est tous trompés, il faut y aller ». Alors, certes, c'est pas facile à faire, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des hommes de droite ou des femmes de droite qui le disent. Comme ce travail n'est pas fait à droite, ça ne facilite pas la révolution stratégique nécessaire à gauche. Donc, pour conclure, la France est dans une crise gravissime. Ce n'est pas une crise de ces hommes qui restent exceptionnels. C'est une crise de système et c'est une crise de stratégie. Un système, on en change, et une stratégie, on en change. Et on change d'ailleurs d'autant plus facilement de système qu'on change de stratégie, puisqu'à ce moment-là, à partir du changement de stratégie, on peut plus facilement expliquer le changement de système. Donc je ne reste pas pessimiste sur l'avenir de notre pays, mais je reste fondamentalement inquiet. Et d'ailleurs, mon intime conviction, c'est que tout ce que je suis en train de développer, ça ne sert à rien. Que le pays est dans un moment hors raison, que
les plus belles explications sont aussi inutiles que ce qu'on pouvait écrire au début des années 30. Malheureusement, ça me fait mal, mais je suis convaincu que la seule chose qui nous fera changer, c'est une claque historique. Et le principal élément d'optimisme qu'on peut collectivement avoir, c'est que la claque est vraisemblablement en train d'arriver à grande vitesse, peut-être avant 18 mois, sachant qu'il y a plusieurs éléments qui pourraient la déclencher. Vous savez que pour ce qui est des taux d'intérêt sur notre dette, les économistes parlent d'anomalie, qui est le même terme que les astronomes utilisent lorsqu'une planète apparaît alors qu'elle n'est pas prévue par la théorie. Et les astronomes considèrent que quand il y a une anomalie dans le ciel, c'est l'annonce d'une nouvelle théorie qu'il va falloir fabriquer pour expliquer pourquoi cette planète est là alors qu'elle ne devrait pas y être. Donc on attend la nouvelle théorie qui va expliquer pourquoi il y a une anomalie sur les taux d'intérêt français, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les Français payent un taux d'intérêt de pays restés industriels alors qu'on est plus désindustrialisé que l'Italie. De ce point de vue-là, les chiffres officiels du rapport gallois, qui sont d'ailleurs les chiffres de la Commission européenne, sont très impressionnants. Il faut les savoir, il faut les disséminer autour de vous, il faut les noter et les crier autour de vous en sortant. La part de la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière en France, 10% du PIB, 10,1. En Allemagne, c'est 22,5. Sachant que notre PIB est 80% du PIB allemand, ça veut dire que la valeur ajoutée manufacturière en France est aujourd'hui tombée à 40% de la valeur ajoutée manufacturière allemande. Or, il se trouve que, c'est un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui est pourtant un point clé du raisonnement, je me donne une gifle, qui est que la France fait le choix, il y a 15 ans, d'adopter une stratégie post-industrielle, post-travail. L'Allemagne de reconstruire sa compétitivité industrielle. J'ai oublié de dire, la France aurait pu avoir raison. Et l'Allemagne aurait pu avoir tort. On trouve d'ailleurs des textes en Allemagne, des gens qui s'inquiètent en disant, mais attends, alors en France, on critique la stratégie allemande en disant ils sont cinglés, ils investissent dans le passé. Mais on en trouve même en Allemagne, des gens qui disent, ah, ben attendez, en plus, il y a des gens qui disent, regardez la France, ils font pas ça, est-ce que nous on a raison? On est 15 ans après, qu'est-ce qu'on observe? Alors, ce que je vous invite à faire, c'est véhiculer autour de vous ce que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est des calculs très précis faits sur les statistiques OCDE et les statistiques de l'OMC. Il se trouve qu'il est exact que les économies des pays industriels les plus développés sont à 80% en part des services dans le PIB, donc à 80% dans les services. Mais il est tout aussi exact qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, 80% des exportations mondiales hors matières premières et énergie sont des exportations de produits industriels. C'est-à-dire qu'il est exact que la part des services est très importante, mais il est exact que si vous n'avez plus d'industrie, vous ne pouvez pas exporter. Donc c'est ce qu'on peut appeler le paradoxe des 2 fois 80%. Et donc, il aurait pu se révéler que les choses évoluent différemment, que les Chinois préfèrent consommer de la médecine plutôt que des voitures, que ce soit nos grandes entreprises de services, Veolia et autres, qui se sont pourtant d'ailleurs un peu développées en Chine, mais qui se seraient massivement développées en Chine. Si dans la répartition du commerce mondial, c'était moitié service, moitié industrie, les Allemands seraient mal et on serait bien. Mais à un moment donné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est 15 ans après. Déjà, on pouvait avoir des doutes il y a 15 ans, on pouvait avoir plus que des doutes il y a 5 ans, mais maintenant, il n'y a plus aucun doute à avoir. Continuer sur la voie d'une stratégie post-industrielle, post-travail, dans un monde dans lequel 80% des exportations mondiales sont des exportations de produits industriels, hors énergie et matières premières, c'est complètement suicidaire. Ce que l'on peut rajouter d'ailleurs, et je conclus bientôt, ce que l'on peut rajouter, c'est que dans ces exportations industrielles, ce en quoi l'Allemagne domine, c'est une fraction de ces exportations industrielles très largement concentrées sur les machines et équipements et les voitures haut de gamme. Si vous êtes un Allemand qui réfléchit à l'horizon de 20 ans, vous devez vous dire, est-ce que c'est toujours moi qui fabriquerai les machines qu'on installera dans les usines chinoises pour continuer de développer la production chinoise, et est-ce que je suis certain que dans 15 ans,
les Chinois achèteront peut-être des voitures de luxe, mais qui seront manufacturées en Allemagne. Donc ce n'est pas certain. Et c'est ce qui vous explique les interrogations actuelles des Allemands sur l'avenir de la zone euro. Le grand patronat allemand prenant des positions officielles depuis un an sur le thème, il faut accélérer l'intégration de la zone euro. Pourquoi? Parce que si vous regardez les marchés de la grande industrie allemande, bien le véritable marché intérieur de la grande industrie allemande, c'est l'Allemagne plus la France et l'Italie. Et donc ils ont besoin de consolider cette base arrière parce qu'ils se disent qu'à l'horizon de 15 ans, ils ne sont pas sûrs de pouvoir continuer leur développement en s'appuyant sur l'Asie ou l'Amérique latine. Donc, si on revient à la France, si on ne change pas de stratégie, si on ne prend pas en compte cette troisième révolution industrielle et ses implications sur le plan social, sur le plan de l'organisation politique, sur le plan fiscal, si on n'observe pas que parallèlement à cette troisième révolution industrielle, on assiste à une métropolisation de la croissance qui nous oblige à reconsidérer toute notre organisation institutionnelle, puisque les institutions françaises sont bâties sur le département, institution créée en 1790 à l'aube de la première révolution industrielle, qui n'est absolument plus en phase avec la troisième révolution industrielle, où on constate que cette économie de la troisième révolution industrielle se développe dans des métropoles modernes hyper compétitives, hyper attrayantes, à forte mobilité. D'ailleurs, une grande ville n'est pas en soi une grande métropole. Il faut concevoir tous ces systèmes de communication physique et numérique pour qu'on facilite les rencontres et les déplacements à l'intérieur de cette zone. Il faut voir les métropoles modernes comme une sorte de bol dans lequel se développe la soupe biologique qu'est cette économie de la troisième révolution industrielle. Et donc cette soupe biologique ne se développe que dans des villes, dans des métropoles qui sont totalement câblées à tout point de vue, mais qui sont aussi fiscalement et socialement très attrayantes. Il se trouve que la France a potentiellement plusieurs métropoles de ce type, mais toute la politique fiscale et sociale qu'on met en œuvre, non seulement elle est contraire à la troisième révolution industrielle, mais elle casse l'attractivité de nos métropoles. Si on mettait la fiscalité et l'organisation sociale française au niveau anglais, mais la planète entière viendrait se mettre dans le bassin parisien. Puisque vous êtes à côté de Deauville, très près des Alpes et à 2 heures de TGV de la Méditerranée. Pourquoi allez vous emmerder en Chine où le niveau de pollution devient invivable, en Inde où les infrastructures sont catastrophiques, aux États-Unis où vous pouvez vous faire descendre par un cinglé tous les 4 matins, alors qu'ici, pour l'instant, ça reste, par rapport à tout ça, relativement calme. Donc en fait, si le monde entier ne vient pas s'installer en France, c'est parce qu'on s'organise pour qu'il ne vienne pas. En faisant en sorte, par nos lois fiscales et sociales, de l'effrayer suffisamment, et de ce point de vue-là, c'est une réussite totale. Et donc, au lieu d'avoir des investissements massifs qui nous sortiraient du marasme, on est dans la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire une économie qui a connu zéro croissance depuis 10 ans, qui a un taux de chômage à 11%, une économie dont tous les prévisionnistes nous disent qu'elle va avoir 30 à 40 000 chômeurs de plus par mois dans l'année qui vient. Au passage, au mois de décembre, on a eu une stabilisation temporaire du chômage qui est le résultat d'une augmentation de 15% des radiations à la NPE. Ça a fait l'objet de filets dans les journaux. Sous Sarkozy, il y avait une commission d'enquête parlementaire au minimum. Là, ah bah oui, tiens, c'est vrai, il y a une radiation massive dans les fichiers. Là, bon, voilà. Donc, si vous voulez, on est dans un contexte. En plus, la droite, au moment où il y a eu ces radiations massives, était dans le débat Fillon-Copé. Donc c'est du billard, hein, pour l'instant. Mais qu'en sera-t-il dans 6 mois, si la droite se reconstruit un petit peu? Alors ça, c'est un miracle. On ne sait pas si elle est capable de penser la troisième révolution industrielle et toutes ses implications. Et si le chômage continue d'augmenter, où est-ce qu'on en est psychologiquement à l'été ou à la rentrée? Quelles conséquences sur les échéances politiques de 2014? Donc on voit qu'on est devant un pays qui est très fluctuant, très irrité, de beaucoup de cercles différents. Me remontent des observations que je ne provoque pas, que les gens me disent naturellement, même quand ça n'a pas de rapport avec le sujet, en me disant qu'on note une très grande nervosité au sein des entreprises et dans les relations entre entreprises qu'on n'avait pas connues depuis longtemps. Donc on voit un pays nerveux. Vous savez que l'Élysée vient de créer une cellule sociale
parce qu'ils sont très inquiets devant la montée du chômage et la montée éventuelle des violences. Donc on voit un pays qui est extrêmement nerveux et dans une situation stratégique et politique extrêmement difficile, alors même que nous avons un potentiel colossal de rebond. Mais il ne faut pas penser que c'est du politique que viendra la solution. La solution ne peut venir que d'un bouleversement stratégique et d'un changement de système qui, de mon point de vue, ne peut venir que de la société civile. Les politiques le mettront en œuvre quand ils verront qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais pour l'instant, ils se contentent de gérer la serre soviétique qu'ils ont héritée des accords post-Deuxième Guerre mondiale, les accords qui avaient été conclus entre les gaullistes et les communistes, qui ont conduit à l'organisation que nous connaissons aujourd'hui de l'éducation, de l'information, le syndicat du livre, tout ça, c'est des concessions faites par De Gaulle aux communistes dans le monde de la presse. Et puis, bien sûr, le système politique qui est branché sur la deuxième révolution industrielle et pas sur la troisième. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. J'étais probablement plus long que prévu. Mais finalement, je me suis embarqué sur cette réflexion sur la troisième révolution industrielle qui, pour moi, me semble la clé des clés pour comprendre pourquoi nous en sommes où nous en sommes, et cette erreur stratégique majeure qui a été commise et de laquelle on n'est pas sorti. Même le rapport gallois, ce n'est pour moi qu'un indice supplémentaire de l'inquiétude des élites depuis 7-8 ans, qui voient bien que ça ne va pas, qui voient bien que la valeur ajoutée ne se produit plus sur le territoire, ce qui produit les problèmes de finances publiques que nous voyons s'aggraver, avec d'ailleurs, et c'est mon dernier mot, des indices de cette panique dans le monde politique. Quand on en arrive face à une situation de ce type, à n'avoir pour expédient que la fiscalisation des allocations familiales, c'est une indication du problème de compréhension du phénomène dans lequel nous sommes. Voilà, merci beaucoup. La première question, je vais me la réserver. On attend sans doute des changements brutaux, c'est-à-dire que ce n'est pas le pouvoir qui va lancer une stratégie, mais sans doute les marchés, les créanciers qui vont demander qu'on leur rembourse la dette, ou en tout cas qui vont plus se présenter au Trésor, au guichet du Trésor pour acheter notre dette. Et donc l'urgence va venir comme dans les pays du Sud. Et derrière, une transition d'une société qui est en grande partie soviétisée par une fonction publique pléthorique, mal gérée. On voit des fonctionnaires dans des situations dramatiques et se rebeller d'ailleurs, de ce qui est assez symptomatique, écrire des livres de plus en plus outranciers et durs sur leur propre univers. Comment vous voyez la transition? Est-ce que vous ne craignez pas que dans ces révolutions très françaises où une élite prend la place d'une autre, l'élite finalement au pouvoir politique maintienne son pouvoir? Parce qu'en général, dans les révolutions, une partie se fait décapiter, mais ceux qu'on retrouve à la fin sont pas loin de ceux qu'on avait au début. Est-ce que vous croyez vraiment au changement de la société civile? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va venir quand même à un moment ou à un autre de l'émergence de leaders, d'un courant de pensée? Je prends l'exemple anglais, Thatcher est arrivée au pouvoir, pas seule. Elle est arrivée chez des touristes qui étaient très conservateurs, pas du tout libéraux. Elle est arrivée en meute. Mais il y avait une meute qui a préparé la stratégie de reprise, qui a au début balbutié d'ailleurs, c'était pas dès le départ. Est-ce que vous ne croyez pas quand même que l'action politique va mener une direction si une stratégie émerge au sein de cette classe politique? Et je pense que pour qu'il y ait une meute, il faut qu'il y ait une doctrine. Thatcher avait une doctrine, d'ailleurs très simple, mais qui était sortir du big government et y mettre fin. Ce qui est théorisé ensuite par Reagan sur The government is not a solution, it's a problem. Donc c'est une doctrine simple mais très efficace, parfaitement compréhensible. La meute sans doctrine, elle se fera balayer. Donc il faut si vous voulez, pour prendre le pouvoir, il faut une explication du monde. Donc le problème, c'est que sans révolution intellectuelle, je ne vois pas émerger une meute de ce type. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue de travailler, de développer un discours expliquant pourquoi on est dans les difficultés dans lesquelles nous sommes et comment en sortir, sur la base d'une explication cohérente qui serait crédible et que la population pourrait progressivement partager. Vous savez tous que la révolution de 1789, elle n'était absolument pas écrite, que le 14 juillet 1789 est une farce, puisqu'il y avait 40 va-nu-pieds qui ont attaqué une prison où il y avait 5 ou 7 gardes et un prisonnier, qui d'ailleurs était à mi-temps, puisqu'il sortait le soir et il revenait dans la journée. Et donc, tout à coup, ça devient un événement politique majeur, mais parce qu'en fait, la société avait été préparée par les Lumières et 50 ans de déconstruction de l'Ancien Régime,
De même, toutes les révolutions, vous avez un travail de déconstruction de la légitimité de l'élite. Et donc la question fondamentale, c'est visiblement, pour que le système politique ne s'effondre pas, c'est que nous n'avons pas suffisamment construit d'explications délégitimant les élites. Elles arrivent encore à se légitimer. Alors, de façon de plus en plus médiocre et brinque-ballante, Hollande étant arrivé au point zéro de l'analyse politique en opposant les riches aux pauvres, mais ça a fonctionné de façon admirable. Le deuxième élément en appui du premier, l'opposition riche-pauvre est le modèle général, central, et on associe à ça des réflexes chrétiens du type il faut avoir de la compassion pour ces pauvres qui sont pauvres à cause des riches, hein, sachant que dans les classements des grandes fortunes, en France comme ailleurs, les 500 premières grandes fortunes françaises, c'est à 498 des fortunes professionnelles. Donc, c'est des gens qui ont créé leur fortune par leur travail au cours des 30 à 40 ou 50 dernières années. Alors, dans leur travail ou en étant malin, en reprenant pour pas cher, comme LVMH, Arnaud a repris pour rien Christian Dior, mais ensuite il a fait le travail qu'il a fait avec LVMH. Hein. Il aurait pu dépecer la chose, prendre de l'argent et aller ailleurs. Et à partir de la petite base, il fait un groupe mondial extrêmement efficace. Bon. Pinault, la même chose. Hein. À partir des 400 millions de la chapelle d'Arblay, il fait un groupe mondial. Bon, ben, très bien. Bolloré, même chose. Donc on a quelques entrepreneurs qui... Bon, c'est pas le modèle Bill Gates, mais néanmoins, c'est des gens qui sont de vrais entrepreneurs et qui ont développé des choses. Mais si vous voulez, si on a que le système d'explication sans la meute, on ne peut pas avancer. Si on a la meute sans le système d'explication, on n'est pas efficace. Il faut les deux, il faut rassembler les deux. Alors néanmoins, il y a une question, je ne vais pas y répondre, mais c'est une question qui découle de la vôtre. Alors c'est vrai que le travail théorique de déconstruction, il a été mené par un tout petit nombre de personnes, une douzaine hein, de gens qui écrivent depuis une vingtaine d'années pour essayer de déconstruire le truc, mais c'est trop peu, vraisemblablement. Et la meute, ça plaît beaucoup au grand public quand même. Et la meute elle reste très très limitée en nombre. Donc il y a une vraie question, est-ce que les ruptures qui s'annoncent vont permettre de gonfler la meute et de rendre plus audibles les explications des difficultés dans lesquelles nous sommes, je ne sais pas. Sachant qu'il faut savoir qu'il y a un risque, hein, c'est que quand il y a des ruptures, on peut aussi, c'est pas forcément une sortie par le haut qui s'annonce, on peut être aussi encore plus con qu'avant. Et d'ailleurs, il y a des prémices, puisque, par exemple, chez les Verts, ils expliquent ce que moi je vous ai expliqué par la désindustrialisation, ils l'expliquent par le fait que, bien sûr, ce n'était pas les 35 heures qu'il fallait faire, c'était les 32 heures. Et que d'ailleurs, maintenant, pour rattraper le retard, il faut faire les 28 heures. C'était dans les discussions, non mais c'est sérieux, c'était dans les discussions de la plateforme des Verts, un an avant les présidentielles, et au dernier moment, ils ont... mis ça sous le manteau, mais vous pouvez retrouver les 28 heures dans les premières discussions des plateformes des Verts dans l'année qui précède la présidentielle. Là, je suis un peu optimiste, c'est que en voyageant un peu en France et en allant en contact de différents réunions, alors c'est anecdotique, mais je sens une tendance d'entrepreneurs et de cadres, on va dire des gens qui ont quand même réfléchi, qui ont lu vos livres, qui ont lu les livres des différents auteurs, vouloir se réengager. Et je sens aujourd'hui la volonté... Les gens ne savent pas très bien comment, sous quelle forme, c'est pour ça que c'est intéressant de leur apporter des solutions, mais il y a une recherche d'engagement qui est très nouvelle. C'est-à-dire qu'en 2007, il y a eu un espoir énorme en Sarkozy, et tous les gens que je voyais, que je revois aujourd'hui, me disaient il ne faut rien faire, il faut laisser Sarkozy. Sarkozy a une équipe, il a sa meute, et les choses vont changer. Et aujourd'hui, tous ces gens qui ont soutenu Sarkozy, qui y ont cru, et qui ont vu que ça ne donnait rien, parce qu'il n'y avait pas la meute, il n'y avait pas le logiciel, il n'y avait pas une pensée structurée, ils sont en train de se dire si je ne le fais pas moi-même, personne ne le fera. Et le deuxième constat, c'est que la classe politique, effectivement, a commencé la politique à 20 ans, à Sciences Po, sur les rangs de Sciences Po, ou à l'ENA, ou en recevant la manne des futurs élus et des services publics, enfin des services financés par l'État qui entourent un élu. Et donc on a un système d'apparatchik et de personnes qui ont connu que l'État, très brillantes pour certaines d'entre elles, mais aujourd'hui, il y a le sentiment que de la société civile, on peut s'engager non pas seulement pour changer les idées et le logiciel français, mais aussi pour passer à l'action. Et c'est un peu ce qui nous a motivé en 2008 et qui aujourd'hui commence à prendre de l'ampleur, c'est que des gens de la société civile qui ne connaissent rien à la politique,
Et quand on rentre en politique, c'est très brutal, c'est compliqué. Aujourd'hui, ont envie de s'y mettre, donc ils retroussent leurs manches. Je ne sais pas si ça aboutira à grand-chose. Ah, mais je suis d'accord. Mais je suis plutôt optimiste aujourd'hui. Je vois ce phénomène que vous évoquez. La question, c'est simplement, est-ce qu'on aura la masse critique suffisamment vite pour éviter la claque? Il faut son fusil. Voilà. Monsieur? Justement, c'est un micro. Non, il n'y a pas de micro. Mais il y a un enregistrement. Je vais essayer de parler un peu fort, mais excusez-moi, la grippe m'a terrassé jusqu'à hier, et il y a quelques conséquences. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir des échos auprès des ingénieurs dont vous avez beaucoup parlé? Donc il y a l'ensemble de ces... enfin, je suis moi-même membre d'ingénieurs scientifiques de France, nous représentons pratiquement 1 million de personnes, qui sont des gens qui réfléchissent à ces questions, qui ont écrit, qui ont pris leur plume maintenant, qui ont fait un livre blanc en disant mais comment on fait pour réindustrialiser? Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et ce sont des gens qui ne sont pas habitués à aller en politique. Mais quand on voit le gouvernement, le premier gouvernement de M. Ayrault, enfin l'actuel, ils sont tous agrégés de lettres, etc. Il y a quand même une personne qui a fait une grande école. Alors, je ne veux pas remettre en cause le système universitaire. La réforme fait que l'université va peut-être retrouver le rang qu'elle n'aura jamais dû perdre depuis 2 siècles. Bon. Mais enfin, une seule personne a fait l'ESSEC parmi un certain nombre d'autres diplômes, c'est Mme Pellerin. Et tous les autres... et Duflot aussi. Duflot aussi. Hollande a fait un chiffre. Ce qui nous inquiète sur l'enseignement de l'ESSEC. Marche pas. Ça m'avait échappé. Oui, sur ce que vous évoquez là, enfin, c'est mon intime conviction sur la base de ce que j'ai développé ce soir, la réindustrialisation de la France, ça ne procède pas de mesures techniques. Ça ne procède que d'une analyse systémique. Si vous voulez réindustrialiser la France, ce n'est pas seulement des mesures techniques à propos de l'industrie qu'il faut prendre. C'est une réforme du système fiscal, du système culturel. Je vous le disais tout à l'heure, dans un séminaire là, juste avant, il y avait des chefs d'entreprise, d'ailleurs qui sont dans cette nouvelle économie entrepreneuriale, mais qui évoquaient leur propre formation et la formation. L'un d'entre eux, c'était un ingénieur formé dans une école d'ingénieurs d'électronique en France. Et il évoquait l'enseignement que cette même école lui a donné à lui il y a 15 ans, pas il y a 70 ans, et celui qu'on donne aujourd'hui. Pour vous montrer que le syndrome du post-industriel a touché y compris les écoles d'ingénieurs. Il expliquait que dans cette école d'électronique, il y a 15 ans, on leur apprenait à fabriquer physiquement des circuits électroniques. Et il disait qu'aujourd'hui, on ne le faisait plus. Pourquoi ? Parce que comme depuis 15 ans, 80% des promotions d'ingénieurs vont dans la finance, on leur apprend le management. On ne leur apprend plus à fabriquer des circuits électroniques. Or, il disait, lui, il développe des systèmes, apparemment, il rencontre un succès extraordinaire, y compris en Chine, à partir de l'aide d'éclairage spéciaux. Il crée des murs d'éclairage extraordinaires, enfin bon. Et il disait qu'il ne trouve plus les ingénieurs, il est obligé de les reformer lui-même parce qu'ils n'ont plus eu cette expérience qu'ils avaient encore il y a 15 ans de fabriquer physiquement dans les laboratoires. Alors qu'aujourd'hui, comme on sait que les écoles d'ingénieurs ont intégré le fait qu'ils n'iraient pas dans l'industrie, ça s'appelle toujours école d'ingénieurs, mais on les forme à du management et ils ont toujours encore une base d'ingénierie. Donc si je reviens à ma question de la réindustrialisation, ça implique de redire aux écoles d'ingénieurs qu'il faut reformer des ingénieurs qui sont capables de travailler dans l'industrie, qu'il faut des systèmes de financement adaptés à l'industrie, qu'il faut une organisation sociale et fiscale adaptée à l'industrie, donc c'est systémique. Il faut changer le regard de la population sur l'industrie, il faut réexpliquer qu'il faut tout un discours vis-à-vis de la population sur le fait qu'on est dans la 3e révolution industrielle, qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on va garder notre niveau de vie si on loupe le passage à la 3e révolution industrielle. De ce point de vue-là, il faut rappeler ce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas il y a 15 ans grâce aux travaux de l'OCDE autour d'Angus Madison, que dans les 2 millénaires qui ont précédé la révolution industrielle, le niveau de vie par habitant a stagné et qu'il a été multiplié par 20 au cours des 2 premières révolutions industrielles et qu'il est parti pour être à nouveau fortement augmenté par la 3e.
Le mot industrie est devenu un gros mot en France, alors même que c'est l'industrie qui a multiplié par 20 notre niveau de vie. Et selon des rapports de médecins, 90% de l'augmentation de l'espérance de vie qui a triplé depuis seulement 2 siècles sont dues à l'élévation du niveau de vie. Puisque, comme vous le savez, 60% des dépenses de santé ne servent qu'à prolonger de 6 mois la vie. Et que donc l'essentiel de l'élévation, de l'augmentation du niveau de vie est dû à 3 éléments. Le fait qu'on ait de l'eau pure, normalement, de la nourriture saine, normalement et en moyenne, et que, un troisième élément que j'ignorais, mais j'ai appris il y a un certain temps, que nous dormons au chaud la nuit. D'ailleurs, il suffit de voir les gens qui dorment au froid dehors pour voir comment ils se décrépissent rapidement. Or, ces 3 éléments sont venus par l'élévation du niveau de vie. Il faut se souvenir qu'au moment de Louis XVI, l'espérance de vie était la même que sous Jules César, et le niveau de vie aussi. Une espérance de vie de 25 ans qui a triplé en 2 siècles. Et la 3e révolution industrielle, avec toutes les applications de cette 3e révolution à la santé, pourrait à nouveau nous faire gagner une quinzaine, vingtaine d'années. Donc c'est l'industrie qui a transformé. Bon, ça, ce n'est plus enseigné dans les écoles. Dans les écoles, on enseigne un brouillis machin qui est de l'ordre de cette décroissance qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est une révolution culturelle en même temps qu'une révolution industrielle et une révolution stratégique qu'il faut mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir tout un système explicatif. C'est pour ça que je pense qu'il faut et la meute et le système d'explication. Si vous voulez, c'est pareil que Lénine qui avait le même problème, qui était comment je prends le pouvoir dans la société tsariste. D'ailleurs, avec une analyse fabuleuse de la 2e révolution industrielle qui vient de démarrer au moment où il prend le pouvoir, ils essayent à partir de 1905, la révolution a commencé à partir des années 1880. Et comment est-ce qu'il décrit le communisme? C'est les soviets plus. Voilà, donc il a parfaitement perçu que c'était l'électricité, la grappe d'innovation, de rupture, comme on dirait 120 ans plus tard. Christian Vadeste. Oui, je voudrais vous interroger sur la capacité, non pas des élites, mais des Français, de l'ensemble de la population, à accepter ce qu'on appelle les réformes systémiques. Parce qu'en fait, bon, il y a des pays qui se sont parfaitement préparés à affronter la crise, que ce soit des pays extérieurs à l'Europe comme le Canada, par exemple, qui s'est vraiment remis au niveau d'une façon spectaculaire. Vous avez des pays qui, je m'excuse de dire ça dans une salle libérale, mais vous avez des pays gouvernés par des sociodémocrates qui ont fait des réformes systémiques extraordinaires. Je pense par exemple à la réforme des retraites en Suède, par exemple. Attendez, c'est ce qu'on aurait dû faire en France. On est infoutu de faire ça. On a pris des petites mesurettes. Les mesures Fillon qui ont été présentées comme des mesures courageuses, ce sont des mesurettes qui ne résolvent absolument pas le problème à long terme. Donc, est-ce que la France est capable de faire des réformes structurelles? Moi, j'ai un doute là-dessus. Parce que, vous avez tout à fait raison, même la droite s'est félicitée du fait que les chiffres français avaient été, au lendemain de la crise, moins mauvais que ceux de l'Allemagne. Et en disant, ah, heureusement, nous avons les amortisseurs sociaux. Mais on ne s'en rend pas compte que les amortisseurs sociaux, c'est ce qui nous étouffe précisément, c'est ce qui nous empêche de redécoller. Et en plus, c'est financé par la dette. Et je prends un exemple très précis, j'aimerais que vous en parliez, parce que là, j'avoue que je suis devenu très pessimiste, je vous en avais parlé il y a quelques années, et à cette époque, je pense que nous étions d'accord, c'est ce fameux problème de la TVA qu'on n'osait même plus appeler sociale, parce que le mot faisait peur, alors que c'est la chose qui compte, c'est pas le mot. Et il faut quand même se souvenir que cette réforme-là avait été proposée par Arthuis, dans les années 90, c'est-à-dire en 93-94, je pense, et sur la base d'une réforme qui avait déjà été faite au Danemark en 88. Bon, vous avez observé comme moi que la droite est au pouvoir pendant 10 ans, que Sarkozy a, quelques mois avant de quitter le pouvoir, sorti de son chapeau une ridicule, un chouïa de TVA sociale, et en plus pour le mois d'octobre, suivant son élection très douteuse. C'est effrayant quand vous constatez ça. Moi, je vous demande, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il est encore temps, par exemple, de faire la TVA sociale? Pratiquement, nous serons les derniers à ne pas avoir augmenté notre TVA. Alors, la TVA sociale, c'était en plus pour dynamiser notre industrie, c'est-à-dire pour faire baisser nos coûts, et pour aussi freiner un peu les importations. Mais maintenant, ça va être pour... si on l'augmente, la TVA, ce sera... Il augmente... Pour financer le trou. Ce sera uniquement pour financer le trou. Et tous les autres pays l'ont déjà fait, je pense à la Grande-Bretagne. C'est désespérant, quelque part. Et je me pose la question, est-ce que c'est encore temps de le faire? Alors, il y a 2 questions. Oui, il y a 2 questions. Donc, est-ce qu'on va le faire et est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Donc, est-ce qu'on va le faire? Je pense que non. C'est pour cela que
C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être ce mot énigmatique, qui était que la conférence que je vous fais ce soir ne servait à rien. C'est parce que justement, je pense qu'en fait, la France est devenue une somme d'intérêts privés, même dans le public. Si on regarde la façon dont les collectivités locales sont gérées, le système est construit pour que chacun soit un roitelet en son royaume et ne prenne pas en compte les problèmes globaux. Ne serait-ce qu'on se vante que les 70% de l'investissement public est fait par les collectivités locales, mais il faut voir ce qui est fait avec ça. C'est-à-dire essentiellement de l'investissement de confort, de sécurité et la moitié des ronds-points d'Europe. Mais en revanche, si on veut construire dans le cadre de la croissance durable des lignes de fret, il n'y a plus d'argent. Et donc on voit bien qu'à ce niveau-là, il faut un retour d'un État stratège, qui, avec 7 ou 8 régions stratèges, et en reconstruisant le système institutionnel sur une trentaine de métropoles, tout l'ensemble réorganisé de façon stratégique pourrait à nouveau être en capacité d'investir. Mais est-ce qu'on va le faire? Alors vous avez des gens qui ont compris ça. Collomb, Destau, Rousset, à gauche, ont compris ça. Vous avez des gens à droite qui ont compris, Rossineau et d'autres, ce qu'ils font dans le sillon lorrain est très intéressant. Bon. Donc il y a des gens, ce qui se fait à Reims ou à Strasbourg, même, vous avez des gens de gauche qui sont d'ailleurs souvent relativement bons quand ils sont au niveau local et qui deviennent catastrophiques quand ils passent au niveau national, puisqu'au niveau local ils sont pragmatiques et au niveau national ils sont idéologiques. Mais quand vous... donc deux questions. Est-ce qu'on va le faire? Je crains que non. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'évitera pas la baffe. Et c'est pour ça que j'en arrive à penser qu'il faut qu'elle vienne le plus vite possible. Parce que sinon on perd du temps, on s'étiole, on se fatigue, on s'énerve, on se met en colère, on voit les meilleurs partir. Donc à la limite on se prend une grande baffe. Peut-être, sachant que... Alors attention sur ce point. La seule raison qui explique que je vienne vous voir ce soir, c'est ce que je vous ai dit après. On peut avoir la grande baffe et être encore plus con après qu'avant. Donc il faut qu'on fasse un travail collectif pour être sûr qu'au moins, si on a la grande baffe, on ira faire les réformes et non pas aggraver la situation. Alors maintenant, la deuxième question, c'est est-ce qu'on pourrait, si on avait un miracle de retour de la raison, est-ce qu'on pourrait réformer ce pays? Et alors que j'ai répondu non à la première, je vais répondre un gros oui à la deuxième. Pourquoi? Pour avoir regardé le sujet avec un certain nombre de personnes, le paradoxe, c'est que nous sommes l'anti-Grèce. Pourquoi ils ne sortent pas du trou en Grèce? C'est parce que depuis 150 ans, ils n'arrivent pas à lever l'impôt. Nous sommes les champions de la capacité à lever l'impôt. Or, quand vous êtes en crise, si vous n'avez pas réussi à lever l'impôt pendant 150 ans, vous n'allez pas le faire dans la crise. Mais si vous êtes en crise, il faut savoir que l'année dernière, en 2012, nous avons eu 56 points de dépenses publiques, 4,5 points de déficit, ça veut dire 51,5 points de recettes, à l'intérieur desquels il y avait 45 points de prélèvements obligatoires. Si on est capable de lever 51 points de recettes, si on était capable, dans une crise, de dire ben, on enlève 5 points de dépenses, ce qui est beaucoup plus facile que d'aller chercher 5 points de recettes quand on est déjà à un niveau très élevé, on peut considérer qu'on peut réformer la sphère publique. Par ailleurs, si on veut relancer la compétitivité de notre économie, si on fait simultanément, alors ça va être horrible hein, ce que je dis, hein, mais simultanément les points suivants. Geler les prestations sociales qui représentent 25 points de PIB sur 18 mois. Le premier mois, ça ne fait rien, mais je vous garantis que le 18 mois, ça fait du cash. Hein. Geler les prestations sociales pendant 18 mois. Appliquer la règle du non-renouvellement de la moitié des fonctionnaires partant à la retraite aux collectivités locales et à la sécurité sociale hein, pendant 5 ans à 10 ans. Au moins 5 ans. Aligner la CSG sur tous les revenus, y compris les retraités, sur celle des actifs. Avec 3 points de TVA sociale pour éliminer les 32 milliards de cotisations au titre des prestations sociales, vous créez un choc de compétitivité très significatif que vous pouvez compléter par un taux d'IS sur les bénéfices à réinvestir ramené à 15%, ce qui vous remet en situation de compétitivité fiscale vis-à-vis de l'Irlande. Tout cela, ça s'autofinance.
Si au passage, vous annoncez un recul de l'âge de départ à la retraite, on sait, hein, j'ai parlé avec des spécialistes du corps, ils ne le publient pas, mais ils m'ont confirmé que c'est exact. Hein. Si on veut restaurer les équilibres du système de retraite, c'est pas aussi insupportable que ce qu'on imagine. C'est 44 ans de cotisation avec un âge de départ à la retraite à 64 ans. Ce qui est mieux que les 67 ans allemands, et ils sont en train de penser aux 70. Et la raison pour laquelle 64 ans suffit, c'est parce qu'on met 44 ans de cotisation en même temps. Donc si on joue sur ces deux leviers, hein, on peut réformer les systèmes de retraite. Si parallèlement, donc vous avez un programme là de 7 ou 8 mesures. Hein, vous reculez l'âge de départ à la retraite à 64 ans avec 44 ans de cotisation de façon progressive, au même rythme que celui qui a été mis en œuvre par la réforme de 2010. En sorte que l'âge de... D'ailleurs, c'est pédagogiquement facile à retenir. Ça nous amène l'âge de départ à 64 ans en 2024 avec 44 ans de cotisation. Vous gelez les prestations actuelles pour 18 mois ou 2 ans, le temps nécessaire d'éliminer le déficit de la Sécu, et vous inscrivez dans la Constitution qu'il ne peut pas y avoir de déficit de la Sécurité sociale, et que tous les ajustements de la Sécu doivent se faire par ajustement automatique des dépenses, selon le modèle suédois que vous évoquez, où on modifie le point. À partir de cette base, vous passez au système en point suédois, mais vous pouvez le faire dans un deuxième temps. Donc ça, c'est un premier bloc sur les retraites et les prestations. Un deuxième bloc, vous mettez le taux d'IS sur les revenus mis en réserve à 15% et le taux d'IS sur les bénéfices distribués à 25%. Et vous réintroduisez la dégressivité sur les allocations chômage. Et vous faites la réforme institutionnelle avec 7 ou 8 régions stratégiques. Vous consolidez le système métropolitain. Et au passage, pour donner l'exemple, vous ramenez l'Assemblée à 300 députés et le Sénat à 100 sénateurs. Vous avez un package qui, je vous garantis, redynamise ce pays de façon extrêmement rapide. Or, rien de ce que je viens de dire n'est horrible. Je suis même prêt à dire que si on réduit le nombre de députés à 300 et le nombre de sénateurs à 100, je suis même prêt à doubler leur salaire, mais en interdisant qu'ils touchent 1 centime de quelque autre activité que ce soit. Avec interdiction de tout cumul de toute nature, ou alors gratuit. Bon, s'ils veulent être maire, mais gratuitement, à la limite, pourquoi pas. Mais interdiction de toucher quelque émolument que ce soit en dehors, et surtout d'être avocat et tout ce qu'on veut. Voilà. Avec mise en place d'un régime sur la députation et les sénateurs, équivalent à celui du président de la République, pas plus de 2 mandats. Ce qui ne vous interdit pas de vous faire élire dans une autre catégorie, mais vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats de députés, plus de 2 mandats de sénateurs. Si vous y rajoutez, mais là, après, on commence à devenir trop libéral, le fait qu'on oblige les fonctionnaires candidats à démissionner de la fonction publique, vous avez une évolution sociologique, politique incroyable en rien de temps. Hein, puisqu'il doit y avoir 60% de fonctionnaires et médecins à l'Assemblée nationale, ou 70%. Et je lisais récemment que sur les 580 députés, il y en a une trentaine venus du monde de l'entreprise. Et parfois des chirurgiens. Voilà. Et donc il en faudrait certainement 150 ou 200. Et la parité par origine. Avant de donner la parole à Philippe Nataf, je voudrais juste rebondir sur le degré d'acceptation des réformes par les Français. D'abord, je crois que ça sera beaucoup plus violent et qu'on sera beaucoup moins apaisé dans la transition, dans les réformes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller loin et avoir un projet qui aille beaucoup plus loin, parce que le jour où les marchés cessent de nous financer, oui, on sera obligé d'aller très loin. On va aller très loin. Et on a vu ce que Mario Monti a réussi à faire dans un pays dont le Nord est très industrialisé et beaucoup plus avancé qu'on l'imagine en France. On peut aller beaucoup plus loin en France. Moi, j'ai observé en 2007 un engouement populaire, même à gauche. La diagonale est là pour en témoigner, mais même dans l'électorat de gauche moins privilégié intellectuellement, un engouement pour Sarkozy. Parce que Sarkozy incarnait des changements, la rupture. Il a beau avoir changé de thème à la fin pour gommer ce côté rupture, c'est la rupture que les Français attendaient. Et 53% avec un taux de participation très élevé, c'est quand même assez exceptionnel. Après, la déception était très grande parce que les incohérences, l'absence de cap,
Il y a une phrase très connue de Frédéric Bastiat qui cite un bourguignon qui dit dans son chien, mon pauvre chien, je dois te couper la queue et pour pas te faire souffrir, je vais le faire en plusieurs fois. Bon, bah, imaginez les Français, ça fait 15 ans qu'on leur coupe la queue en petits morceaux, on devient défiant. Et le fait d'avoir été chaudé par Sarkozy les a rendus très défiants vis-à-vis de la droite. Aujourd'hui, on a un mollasson qui n'a aucune ambition de réforme. Mais ça peut revenir très vite. Je rappelle que Sarkozy a repris l'UMP, alors que l'UMP était donné perdant par tout le monde. C'est-à-dire que tous les journalistes, les journalistes de gauche, évidemment, pariaient sur la fin de l'UMP, mais on voyait bien l'UMP, la crise totale. Raffarin, après Raffarin, on a eu Villepin. Villepin, c'était l'effondrement de l'UMP. L'UMP a gagné, pas suffisamment, parce que la gauche a gagné tous les scrutins suivants. Donc c'est possible, voilà. Mais il faut, encore une fois, un logiciel et une vraie stratégie de reconquête et de redressement, pas productif, mais, ou plutôt palliatif, mais de redressement vraiment industriel, économique, et puis social, par l'introduction de beaucoup de liberté, je pense, dans le monde, parce qu'on n'a pas parlé de ça ce soir, mais c'est un phénomène qui joue sur la confiance des Français et sur le lien social. Et puis, faut s'attendre à des moments effectivement un peu périlleux, mais où il faut aller, à mon avis, très loin dans les propositions. On va prendre les dernières questions, les deux dernières. C'est pas une question, c'est vraiment très court. C'est pour ajouter au package des mesures que tu citais tout à l'heure, c'est la fiscalité de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ramener le régime de plus-value au même niveau que les Anglais, ainsi de à suite. 25% sur effectivement les entrepreneurs, ceux qui accompagnent les entrepreneurs, les options, etc. Les salariés, l'ensemble des salariés. Voilà. Je pense que vous avez bien fait venir ce soir. Vous avez dit des choses tout à fait intéressantes. En ce qui concerne les mesures, je crois qu'elles seraient effectivement tout à fait efficaces. Mais vous n'avez pas parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui la flexi-sécurité. Moi j'ai l'impression que si on le faisait, comme on fait dans le pays, eh bien, d'une part, il y aurait beaucoup moins de chômage. Deuxièmement, ça ferait autant d'argent public dépensé en moins, et ça ferait autant de recettes supplémentaires. Ça diminuerait considérablement le déficit. Et à mon avis, c'est une réforme supplémentaire que vous pourriez peut-être ajouter. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Sur ce point. La liste, j'ai évoqué malgré tout dans un élément de flexi-sécurité la dégressivité des allocations chômage, qui serait un point clé. Ce qui est gênant, c'est comment qu'ils n'ont pas passé les décrets sur l'accord, vous savez, qui s'est passé. Oui. Alors, est-ce qu'ils vont passer ces décrets d'application? Est-ce que ça va rentrer en pratique ou pas? J'ai la faiblesse de penser que ce serait une mesure assez substantielle. D'après les spécialistes, ça bénéficie surtout aux grandes entreprises, mais ça ne modifie pas véritablement le droit social pour les petites. Ouais. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez des livres juste dehors, et je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est vraiment en choc. Vous n'y allez pas à chemin et c'est assez brutal mais vrai. J'espère qu'on vous garde quelques instants pour signer quelques dédicaces. Et puis vous avez les plaquettes du Parti libéral si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à nous soutenir et grand merci à Emmanuelle Gave, à l'Institut des Libertés.